Après plusieurs semaines de négociations, j'obtiens enfin l'autorisation de rejoindre la ville d'Alep, en compagnie de mon fixeur syrien et francophone Oussam et du photographe Noël Kidu. Officiellement, je n'ai pas l'autorisation de filmer. Je vais donc me débrouiller avec mon téléphone. Nous quittons Damas vers 7h30 le matin. Après 2 heures de route, nous traversons Homs. Par l'est et le nord, tout est détruit. Nous longeons les lignes de front entre l'État islamique à droite et Al-Qaïda à gauche. Cette route est contrôlée par l'armée syrienne. Elle est le seul axe de ravitaillement de la plus grande ville du pays, Alep. Pas question d'improviser lorsqu'à un embranchement, la signalétique fait défaut. Il ne s'agirait pas de tomber sur le mauvais checkpoint. Notre chauffeur demande son chemin au riverain. Entre Homs et Alep, nous traversons un désert jonché de carcasses de voitures et de maisons détruites. Nous croisons des checkpoints de l'armée syrienne. Ici, la petite ville de Khan Nasser est quasiment vide. L'an dernier, à cet endroit, l'État islamique a coupé la route pendant 3 semaines. De violents combats ont opposé les deux parties. Les habitants ont quitté la ville. Elle est quasiment détruite. En nous rapprochant d'Alep, le paysage devient plus verdoyant. On voit même des plantations d'oliviers. La route est protégée par des talus et des bidons de toutes sortes pour éviter les tirs. C'est un véritable labyrinthe qui serpente à travers les faubourgs de la ville avant d'en atteindre le centre. Après 9 heures de conduite, nous entrons dans Alep par le quartier de Ramoussé. C'est là que, début septembre, les rebelles de la partie est de la ville étaient parvenus à briser le siège que leur impose le gouvernement. Presque entièrement détruit, il a été repris par l'armée syrienne après d'âpres combats autour des académies militaires. Un avion russe qui trônait à l'entrée d'un bâtiment est quasiment détruit. Des habitants sont revenus s'installer là, dans les décombres, dans des conditions particulièrement difficiles. Les soldats syriens s'empressent de dresser des portraits de Bachar sur les bâtiments à peine debout. Et autour de nous, les destructions sont impressionnantes. Quelques kilomètres plus loin, nous entrons dans le quartier de Bani Zaid, repris aux rebelles début août. Tout n'est plus que destruction. Je constate l'étendue des dégâts devant ce parc d'attractions, autrefois appelé Golden City, dont il ne reste presque plus rien. Ce décor donne une idée assez exacte de ce qui se passe en ce moment dans la partie est de la ville, où les pilonnages aériens font des ravages. Pilonner puis négocier le départ des rebelles, telle est la stratégie du gouvernement et de ses alliés russes. Le lendemain, nous nous rendons dans la vieille ville. Les magasins sont fermés, les rues détruites. Pour passer d'un trottoir à l'autre, il faut courir pour éviter les snipers. Nous sommes accompagnés par Lama, une représentante du gouvernement. Elle nous conduit dans la vieille ville, particulièrement dégradée. هذا كله سببه المجموعات الإرهابية المسلحة اللي دخلت على هاي المنطقة وهي منطقة آثار وهي تراث الحضارة. لما دخلوا لهون واستطاع الجيش العربي السوري أن يمتد وعرفوا إنه هن مضطرين إنه يتراجعوا للخلف ما طلعوا حتى شعلوا بالأسواق الحرائق ومثل ما شايفين دمار كامل. Soudain, on entend des tirs au loin. Nous décidons de traverser rapidement la place. Lama nous montre 2 mosquées détruites par les combats. Du point de vue de l'armée syrienne, les destructions dans ce quartier sont dues aux rebelles, qui auraient dynamité échoppes et monuments, dont certains remontent au XIIe siècle, avant de quitter les lieux. Quelques centaines de mètres plus loin, nous découvrons le consulat de Suisse, ou ce qu'il en reste. Seule la plaque est encore en place. On entend toujours des tirs au loin. Les lignes rebelles sont toutes proches. Nous nous rendons ensuite dans le souk, lui aussi très abîmé. Et au bout du tunnel, la fameuse citadelle d'Alep. Impossible d'aller plus loin, la zone n'est pas sécurisée. Nous repartons rapidement. Un peu plus loin, dans le quartier de Salahoudine cette fois, nous découvrons un semblant de vie normale, avec des témoignages édifiants sur ce qui se passe à Alep. ضرر كثير صار عليهم مو معنوي يعني مو مادي ضرر معنوي اكبر يعني الشخص شلون بدك تامن تعيشه تحت الهاون تحت الجرم تحت الضغط
طالع على شغلي وقضيت قذيفة وصوبت الشباب هون بالجيش العربي السوري ساهم بالإسعاف للإسعاف المدنية. Nous rencontrons ce vieil homme. Il est revenu en ville, mais il a tout perdu. Ses 2 magasins ont été pillés. Un militaire nous montre une bombe non explosée dans son magasin. En ville, on voit des réfugiés par centaines. Ils sont des déplacés de l'intérieur, qui ont fui les zones de combat. Cette famille, par contre, a choisi de rester chez elle. Elle continue de vivre dans son appartement dont une moitié a été soufflée par l'explosion d'une voiture piégée. Au gré des combats, des familles ont été relogées dans des immeubles détruits. Certaines sont ensuite déplacées ailleurs. On estime à 5 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. Le lendemain, je demande à la représentante du gouvernement de nous amener sur la fameuse route du Castellio. Jusqu'en juillet dernier, elle était l'axe d'approvisionnement principal des rebelles depuis la Turquie. Aujourd'hui, reconquise par l'armée syrienne, a priori sécurisée, elle a quand même fait l'objet d'une attaque récente à la voiture piégée. C'est sur cette route que devraient passer les convois humanitaires si des accords sont trouvés. Nous sommes à portée de canon des lignes rebelles. Cela devient trop dangereux. La représentante du gouvernement ordonne aux chauffeurs de faire demi-tour. 15h30 le lendemain, 2 obus tombent coup sur coup, tout près de notre hôtel, dans le quartier de Martini. Nous nous rendons sur les lieux. Les habitants nous montrent les dégâts. 2 ouvriers ont été blessés. Nous nous rendons à l'hôpital. Un des blessés témoigne. بالمارتيني من زمان وعد؟ من زمان وعد خزيفة؟ من ساعتين. ودغري جابوك لهون على المشفى؟ En 4 ans, le médecin-chef de l'hôpital universitaire a recensé 7000 victimes. Il nous raconte son quotidien. Il connaît bien sûr des confrères qui travaillent en face, dans des conditions beaucoup plus périlleuses que lui. طبعا بداية العمل نحن ببداية الحرب طبعا المدينة ما كانت متعودة كان بلد آمن ما متعود ولا مجهز يستقبل أعداد هائلة من الإصابات والجثث. طبعا عم نحكي عن مستوى الجثث الشهداء. لما صار يجينا يردنا بالنهار 40 وأحيانا بوصل عدد في يوم 200 جثة. اضطرينا من نلاقي حل. كان هذا الحكي بشهر 8 2012 لما دخل المسلحين على مدينة حلب. كان صيف الجثث تتفسخ بسرعة ما بنقدر نترك الجثث في الأراضي فبنحط عندنا أماكن تساعد 8 جثث نحطها ال8 جثث اللي تورد أولا والباقي نحطهم في الأرض. إذا أجى بهالفترة وهذا مستبعد حدا من الأهالي يتعرف على الجثث نسلمه مباشرة. إذا ما أجى نضطر بطريقتين الاستعراف إما استعراف فوتوغرافي ناخذ صورة بنعطيها للصورة الرقم بسجلاتنا بيدخل ونفس الرقم اللي على القبر. Il nous dit qu'à chaque fois, il garde une trace ADN des morts et aide ainsi les familles à retrouver leurs proches disparus. Après 4 jours dans Alep, j'observe la ville de ma chambre d'hôtel. J'écoute, je n'entends rien ou si peu de bruit, comme un silence, une ville morte ou presque.